Nous allons commencer. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Alors, je me présente, Michèle Dumas-Paradis, membre du Mouvement pour une ville zéro déchet, et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence organisée par le Mouvement pour une ville zéro déchet à l'occasion du Jour de la Terre. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, le Mouvement pour une ville zéro déchet organise depuis 2017 des activités de sensibilisation et veut amener la Ville de Québec à appliquer une saine gestion des matières résiduelles qui vise le zéro déchet, comme ça se fait d'ailleurs dans des villes québécoises, canadiennes et nord-américaines. Pour nous, cette utilisation écologique des ressources doit s'inspirer de la hiérarchie des 5 R: repenser notre consommation, réduire les déchets à la source, réutiliser les matières, recycler et revaloriser. Pour notre mouvement, la réduction du volume des matières à incinérer doit se traduire par la fermeture progressive des fours de l'incinérateur, ce qui sera bénéfique pour la santé des citoyens et citoyennes de la Ville de Québec. En effet, l'incinérateur produit des émissions toxiques qui dépassent les normes environnementales pour lesquelles la Ville de Québec a reçu des amendes depuis 2018. Alors, je viens de vous faire connaître le mouvement. Maintenant, je vais céder la parole à Charlie Jutras, membre du Mouvement pour une ville zéro déchet, qui va nous présenter le conférencier de ce soir, Pierre Paolo Comida. À toi, Charlie. Alors bien, bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse de vous présenter le conférencier de ce soir, Pierre Paolo Comida, qui est doctorant en sciences de la Terre à l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. Et puis, petit fait à savoir, parallèlement à ses études, Pierre a fondé en 2018 l'initiative Zéro Mégot Ville de Québec, qui s'est tout récemment greffée au mouvement pour une ville zéro déchet. Alors, italien d'origine, vous allez le remarquer par son bel accent. Pierre a aussi été bénévole pour Greenpeace en Italie. Et puis, il aime beaucoup sensibiliser les citoyens sur la relation directe entre la santé de l'environnement et la santé humaine. Alors, la pollution par les mégots, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à Pierre. Il a donc voulu commencer par documenter la pollution faite par les mégots avec des photos, mais aussi en écrivant un article d'opinion sur le sujet qui a paru en janvier dernier dans plusieurs journaux de la Ville de Québec. Alors, ce soir, il va vous expliquer de façon scientifique, mais aussi très bien vulgarisée, l'impact majeur de ce petit déchet sur la santé de l'homme et sur la santé environnementale. Pendant la conférence, je vais vous inviter à garder votre micro fermé. Puis, si vous voulez ouvrir ou fermer votre caméra, c'est vraiment à votre guise. Suite à la conférence, il va y avoir une période de discussion. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Pierre Paolo Comida. Merci Charlie pour la bonne introduction. Merci Michel aussi pour l'introduction au mouvement Zéro Déchet. Merci aussi Charlie, surtout pour avoir travaillé avec moi et Lucie Tremblay dans le sujet pendant ces dernières années. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour être ici pour cette journée très importante qui est la journée de la Terre. Je vais partager la présentation tout de suite. Parfait. Ce soir, on va partir en voyage virtuel avec le mégot de cigarette dans son voyage polluant. Donc, on va voir comment un geste simple se va transformer, va avoir des répercussions très importantes et très fortes sur l'environnement et donc sur la santé de toutes espèces et de l'espèce humaine qui est bien évidemment reliée à la santé de l'environnement. Tout d'abord, donc, avant de parler des mégots, on doit forcément dire quelques mots sur la cigarette.
pour mieux comprendre comment on est arrivé à la crise environnementale actuelle. Donc, l'invention, la production et la commercialisation à l'échelle globale de la cigarette ont eu lieu entre la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Tout de suite, il y avait des inquiétudes liées à l'acte de fumer, en particulier liées à les répercussions sur la respiration, donc les maladies pulmonaires. Mais malheureusement, cette inquiétude seront rapidement mise de côté. C'est grâce à la popularité très forte que la cigarette il y a eu pendant les deux guerres mondiales. C'était en fait massivement fourni à les troupes dans les tranchées comme un soulagement physique et psychologique. C'est vraiment grâce à la guerre que l'usage et le coût de la cigarette sont devenus une normalité jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, au premier quart du XXe siècle, il était quand même recommandé par les médecins comme remède à divers maux tels que l'asthme, par exemple, les maux de gorge, le rhume, etc., comme vous pouvez voir ici dans cette pancarte du premier quart du XXe siècle. Donc, aujourd'hui, plusieurs études, mais en général, on a nommé la première moitié du XXe siècle, c'est comme l'âge d'or de la cigarette. Des études ont estimé qu'en 1950, par exemple, la moitié de la population des pays industrialisés fumait et la cigarette était massivement célébrée grâce aux icônes d'Hollywood aussi, des affiches publicitaires partout. C'est seulement au début des années 60 que les risques sanitaires, notamment les maladies pulmonaires, seront portés à la connaissance du public. Malheureusement, depuis ça, il faudra quand même attendre près de 40 ans pour voir apparaître les premières lois anti-tabac et les premières campagnes de sensibilisation. Comme par exemple, on a ici à Québec, depuis 1998, la loi concernant de la lutte contre le tabagisme. Malheureusement, comme vous avez peut-être remarqué, tout ça, c'est bien loin d'être suffisant aujourd'hui. La règle de 9 mètres, par exemple, c'est largement ignorée, ainsi comme toutes les images frappantes dans les paquets. Pourquoi ça? Parce que la cigarette et les tabacs sont perçus et restent toujours aujourd'hui un symbole d'indépendance très fort, de liberté, de résistance et d'individualisme. Mais malheureusement, ça, c'est pas tout à fait correct. La cigarette moderne, surtout la cigarette moderne, c'est finalement un produit d'exploitation. La production et le commerce du tabac, en fait, sont générés depuis son début par quelques puissants multinationales responsables de l'exploitation du travail un peu partout dans le monde et de la pollution des sols par les pesticides. Il y a plusieurs cas documentés, comme au Zimbabwe, mais aussi, par exemple, au Kenya, au Brésil, au Malawi, au Nigeria, seulement pour en citer quelqu'un. Sans évidemment, ici, on tient par compte des répercussions directes et indirectes sur la santé humaine et environnementale. Et pour comprendre ça, on peut si on imagine de couper une cigarette moderne, on va voir, si on va l'analyser, on va tout de suite voir que la cigarette moderne n'est pas simplement du tabac emballé dans du papier, mais c'est un concentré de techniques, de design et de chimie qui la rendent extrêmement attrayante par les consommateurs. Si par exemple on commence à gauche pour les filtres, la majorité des cigarettes, les 95% produits, ils ont un filtre qui, ce n'est pas en coton, la majorité c'est en acétate de cellulose, qui est un type de plastique avec une dégradation très lente dans l'environnement, plus de 10 ans, 12 ans.
Et évidemment, dans les fibres, ben, ils ont ajouté des plastifiants pour avoir cet effet vraiment d'une éponge, comme on dit. Si on va dans les papiers, ben, les papiers contiennent des produits chimiques pour contrôler la vitesse à laquelle la cigarette brûle et donc pour l'empêcher de s'éteindre facilement. Enfin, bien évidemment, il y a le tabac qui s'est fabriqué à partir des feuilles déchiquetées, des tiges, des morceaux retirés et des rebus. Le tabac ben, contient de la nicotine, qui est un insecticide naturel puissant. Et sur la culture du tabac, c'est important, c'est vraiment important de savoir, ce n'est pas une notion commune, qui, comme il n'est pas considéré un aliment, ben, il n'y a pas vraiment de limite à la quantité de pesticides qui peuvent être utilisés dans les plantations. Donc, les pesticides, ils vont terminer dans le tabac et donc dans la cigarette. Ensuite aussi, ben, pendant le processus de transformation, de conversion du tabac en cigarette, ben, des produits chimiques dangereux peuvent se former et se déposer sur le tabac. En outre, les fabricants aujourd'hui peuvent également ajouter plusieurs centaines d'additifs. On a compté, ben, les études ont compté plus ou moins 600 additifs ajoutés à la cigarette, tels que par exemple du menthol et du sucre, tous des additifs pour rendre la fumée plus facile à inhaler et donc plus attrayante. Cet additif, ils ont la fonction aussi de masquer les goûts amers, la sensation de la fumée, en rendant donc la fumée de cigarette plus agréable au goût, ce qui attire de nouveaux fumeurs, malheureusement, notamment chez les adolescents. Et donc, on a, ben, la cigarette, c'est déjà un produit, on dit, ben, il a des composants, des composés, des substances dangereuses dedans, mais la différence, la vraie différence, c'est une fois que la cigarette est brûlée. C'est vraiment pendant la combustion qu'il y a la transformation et la création des milliers de substances chimiques à partir de tous les composants de la cigarette. On parle vraiment d'entre 4000 et à plus de 7000 substances chimiques qui, évidemment, ben, seront finalement inhalées par les fumeurs ou par toute personne alentour, même à une certaine distance. Pourquoi je dis ça? Parce que la cigarette, la fumée des cigarettes a la peculiarité d'être extrêmement dense dans l'air. Et donc, elle a une tendance à se disperser très lentement dans l'air. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, à moi, ça m'a passé souvent, par exemple, des marchés dans la rue, de sentir l'odeur de la cigarette seulement pour me rendre compte peut-être que les fumeurs étaient à 10-15 mètres de distance. Donc, ben, quand on sent l'odeur de la cigarette, on est en train d'inhaler une version un peu plus diluée, mais quand même toujours concentrée de la fumée de la cigarette. Et parmi les milliers de produits chimiques, ben, plusieurs dizaines de ça sont extrêmement toxiques. Je n'ai souligné certains ici au hasard, mais ce n'est pas comme si les autres étaient inoffensifs, bien au contraire. On y trouve par exemple des composants hautement cancérogènes comme l'arsenic, le benzopyrène, il y a aussi des dioxines évidemment, produits par la combustion incomplète des composés des substances organiques. Après, on a des poisons comme le DDT par exemple, mais l'acide cyanhydrique, donc le cyanure, et des métaux lourds. Les métaux lourds, ben, par exemple, comme les mercure et les plombs, et ils ont reconnu pour avoir des effets sur les systèmes nerveux. Ou, par exemple, on a aussi des métaux radioactifs comme le polonium-210 qui proviennent des fertilisants utilisés dans les plantations. Donc, ben, si une partie de cette substance toxique il est directement inhalée par les fumeurs et une autre partie il est dispersée dans l'air, ben, le reste il est concentré, il se concentre dans les filtres, ou en tout cas, s'il n'y a pas de filtre dans la partie terminale de la cigarette.
bien évidemment, donc, on peut comprendre tout de suite que les mégots, ce n'est pas un simple produit, mais ils peuvent, il peut devenir un déchet. Il est un déchet extrêmement toxique, il est un déchet extrêmement toxique et dangereux, il devient un déchet important si jeté au sol, évidemment. Pour sa concentration, pour ces concentrations très fortes, il peut être considéré techniquement comme un déchet industriel à tous les effets. Et ici, on arrive à la situation un peu incroyable et bizarre d'aujourd'hui, parce que ces notions de la périculosité, de la toxicité du mégot, c'est totalement ignoré, c'est presque totalement ignoré par la plupart des gens. Ceci, par exemple, est très évident dans les campagnes anti-tabac ou dans les pancartes, par exemple, la cigarette est la seule à être prise en compte. Donc, par exemple, il y a l'interdiction de fumer à moins de 9 mètres, il n'a jamais rien pour dire, attention, il ne faut pas jeter les mégots au sol. Et voilà donc, on arrive vraiment à la situation qui nous inquiète, qui m'inquiétait personnellement. Donc, si un côté, on a un léger, mais une augmentation progressive sur les effets négatifs liés à l'acte de fumer, on ne voit pas les mêmes choses pour les mégots. Cette problématique qu'il passe vraiment sous silence. Et donc, avec ça, les mégots aujourd'hui sont simplement jetés n'importe où avec un geste simple fait souvent d'une façon automatique. Donc, on les retrouve partout à les arrêts d'autobus. Ça sont des photos que j'ai prises à Québec pendant toutes ces années. Dans les arrêts d'autobus, on les trouve dans les parterres de fleurs, mais aussi en grosse quantité dans les entrées des locaux commerciaux, mais aussi des logements privés, des hôtels, des bureaux, c'est vraiment partout. Et malheureusement, directement dans les puisards de rue. Aujourd'hui, souvent utilisés comme des poubelles alternatives par plusieurs citoyens. Et il m'est arrivé souvent, hier aussi, de voir des personnes à l'extérieur des restos, des maisons ou des dépanneurs jeter les mégots directement dans les puisards après avoir fumé. Mais j'ai également vu des personnes se prosterner à jeter toutes sortes de déchets, du plastique, du papier et d'autres matériaux jetables. Et on va voir pendant cette présentation, je vais revenir plusieurs fois sur les puisards parce qu'ils ont un rôle crucial, essentiel dans la dispersion des mégots dans la nature et donc dans son voyage polluant. On a parlé donc de la toxicité du mégot, mais ce n'est pas seulement un seul mégot, mais c'est la quantité qui est abnorme. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, au monde sont produits environ 5 600 milliards de cigarettes, et de ça, les 80%, donc on parle de 4 500 milliards, sont jetés par terre chaque année sous forme de mégots. 4 500 milliards, je vais le remarquer. Et ça, par exemple, vous pouvez voir les résultats. Ça, c'est une photo d'un événement à laquelle moi et Lucie Tremblay, on a participé en mai 2019 à Nettoyer ta ville. Et dans une seule matinée, on a pris toutes ces quantités abnormes de mégots dans un area très petit. C'était une aire d'environ 300 mètres carrés dans les quartiers Serroc autour du parc Jean-Paul Lallier, donc au début des rues de la Couronne, pour aller au parti des coins Saint-Joseph, Est-Couronne et rue du Pont. Donc, vraiment un petit area, mais une énorme quantité de mégots. Comme autre exemple, par exemple, ça, je vous rapporte les résultats d'un projet pilote de collecte de recyclage de mégots que j'ai démarré avec mon ami et collègue Benjamin à l'INRS. On avait fait un projet pilote de 8 mois pendant lesquels on a quantifié la quantité de mégots qui s'était concentrée et qui s'était collecté à l'intérieur du centre mural mis à l'extérieur du bâtiment.
dans ces 8 mois, ben, on a récolté à la fin un point net de 3,5 kg, donc environ 8300 mégots. Et ça, ces quantités, c'est sous-estimé. C'est important à savoir parce que cette période de 8 mois ben, comprend la période estivale et les périodes de Noël où la présence à l'INRS des personnels était massivement réduite. Il faut également avoir en tête que pas tous les fumeurs entre 20 et 25 qui fumaient, qui fument à l'INRS fumaient près du cendré. Peu d'exemples, ben, juste pour vous montrer comme chaque complexe résidentiel, chaque bureau, chaque espace commercial, donc, il peut devenir une source importante de mégots si sont jetés au sol. Et c'est ça qui se passe évidemment parce que les mégots, donc, une fois jetés au sol, ils commencent le voyage. Commencent le voyage à être acheminés dans les puisards. Et à Québec, ce processus est bizarrement amplifié lors du nettoyage de rues. Ça m'a passé de le voir cette semaine aussi. Ils utilisent souvent des canons à eau pour nettoyer les trottoirs. Donc, ça veut dire qu'il achemine de l'eau, achemine tous les déchets et donc tous les mégots dans les puisards. Et ici, ben, je me vais s'affirmer sur les puisards de rue parce que ce n'est pas une notion commune, malheureusement, mais les puisards de rue sont conçus uniquement pour acheminer les eaux de ruissellement, donc l'eau de pluie ou l'eau liée à la fonte de la neige ici à Québec, dans les courses d'eau sans aucun processus de filtration. Il n'y a aucun processus de filtration. Donc, tout ce qui en jette, tout ce qui arrive dans les puisards, ben, aboutira aux rivières et finalement à la mer. Et une fois en contact avec l'eau, ben, les toxines sont libérées très rapidement de tous les organismes en moins d'une heure. Et le volume, c'est étonnant. Pour vous donner un exemple, il suffit d'un seul mégot pour contaminer entre 500 et 1000 litres d'eau potable. Ici, montré en termes de baignoire pour vous aider à la visualiser. Un baignoire standard, aujourd'hui, c'est 300 litres d'eau. Donc, ben, on a vu ça, on a vu la quantité. Ben, bien évidemment, donc, les mégots et effectivement les déchets urbains les plus toxiques et les plus communs dans le monde. Ici, à droite, vous pouvez voir les résultats d'un classement fait en 2017 lors d'une journée internationale de nettoyage des côtes. Je vais qu'il faut se fermer pas sous les nombres absolus, ça dépend de plusieurs facteurs, mais les proportions entre les différentes catégories, eh bien, les mégots de cigarettes avec les filtres en plastique, c'est les premiers, les plus nombreux. Ensuite, ben, on a bien évidemment, malheureusement, tous les produits liés à l'économie linéaire et donc tous les produits jetables en plastique principalement. Et ce classement, bien évidemment, ce classement s'était fait en 2017. Maintenant, avec la pandémie, on devrait sûrement inclure ben, les PP, surtout les masques qui, malheureusement, je vois partout dans la ville maintenant. Et tous ces déchets, ben, une fois qu'ils sont dans l'écosystème, ben, la première chose qu'ils font, ben, ils sont, malheureusement, ils constituent un danger vraiment mortel pour la faune marine et terrestre dû à l'ingestion directe, par exemple, par les oiseaux marins ou non, mais les tortues, poissons et autres animaux marins. Et les mégots, comme vous pouvez voir, ben, c'est en quatrième position. Mais bien évidemment, ben, ce n'est pas seulement l'ingestion directe, mais aussi, ben, il y a la libération, une fois dedans, l'organisme des animaux. Il y a ben, la libération des composants toxiques qui ont été retrouvés entre les 70% des oiseaux et chez les 30% des tortues marines examinées.
Les oiseaux marins en particulier, mais les oiseaux confondent les mégots par de la nourriture, donc ils les donnent à les petits. Et donc, évidemment, le final de ça, c'est la mort par perte d'appétit, asphyxie ou empoisonnement. Mais la problématique la plus importante, évidemment, c'est lui à moyen et long terme sur la santé de toutes les espèces, et donc compris notre espèce. La dégradation en fait des mégots, une fois dans l'eau, il y a les filtres qui vont libérer les polluants chimiques. En même temps, ça va dégrader en produire des micro et des nanoplastiques. Tout ça, il va remonter la chaîne alimentaire jusqu'à nous. Mais pas seulement les poissons, bien évidemment, mais aussi dans l'eau potable, la même qu'on utilise tous les jours pour boire, pour nous laver, pour préparer tous les aliments et boissons qu'on trouve dans les marchés. C'est ainsi que donc le cycle se boucle depuis le geste initial de jeter un mégot au sol, par exemple. Et il faut noter que parmi tous ces composants toxiques, les polluants toxiques, plusieurs sont, ce n'est pas seulement évidemment la pollution des mégots, mais à les activités industrielles, sont des produits synthétiques extrêmement stables dans l'environnement, donc ne sont pas dégradés par l'action du soleil ou pour les micro-organismes. Et donc, ils sont tellement stables qu'ils peuvent durer dans l'environnement avec leur toxicité très forte, plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années. Ces composants, donc, on a tendance à s'accumuler lentement dans l'environnement. Par exemple, les dioxines, ils sont lipophiles, donc ils tendent à se concentrer dans les gras des espèces. Et ça, évidemment, il devient un contribuant très fort à l'épidémie de diverses maladies qui affligent la société moderne aujourd'hui. Donc, on a divers types de cancers, les diabètes type 2, les effets sur la reproduction chez les femmes, les maladies cardiovasculaires, et je pourrais continuer. Donc, si les impacts environnementaux ne sont pas suffisants pour vous, on a bien évidemment les impacts économiques de deux types, directs et indirects. Les coûts directs sont principalement liés aux coûts de nettoyage des rues et des villes. Des études faites aux États-Unis dans des grosses villes, ils ont estimé une augmentation des coûts et donc des taxes, évidemment, parce que les coûts, finalement, c'est payé par les citoyens. Des coûts, d'augmentation des coûts entre 3 et 16 millions de dollars par an en fonction de la taille de la ville. Après, il y a aussi, bien évidemment, les coûts, l'augmentation des coûts dans les stations d'épuration d'eau pour produire l'eau potable. Et ça, je me fais souffrir un second parce qu'aujourd'hui, on a la tendance à penser que tout ce qu'on trouve dans les marchés, donc l'eau qu'on boit, mais tous les produits qu'on achète sont purs à 100%. Mais ce n'est pas vraiment le cas, surtout, par exemple, dans l'eau potable. Les stations d'épuration d'eau, ils ne peuvent pas vraiment faire des miracles à cet égard. Il faut qu'on comprenne tout de suite que les traitements classiques pour produire de l'eau potable visent principalement à éliminer les agents pathogènes et certains métaux et certains autres polluants communs. Mais il faut que vous pensiez, il faut que vous vous rendiez compte qu'ils sont des milliers de composants toxiques et synthétiques mis dans l'environnement, produits dans l'industrie agricole, dans l'activité industrielle depuis 150 ans. Et donc, pour différents groupes de toxines, il faut des traitements spéciaux, il faut des équipements adjonctifs, et donc, ils ont des coûts adjonctifs très forts. Et pour certains groupes, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de traitement. Donc, ça veut dire que des traces importantes, ils restent dans l'eau potable. Comme ça, par exemple, avec les nanoplastiques et les microplastiques, ils rentrent dans l'eau potable parce que l'application des nanofiltres à l'eau distribuée par les villes serait infaisable, elle diminuerait trop les débits, et ça c'est infaisable parce que les nanofiltres, ils arriveraient à filtrer l'eau même. Donc,
finalement, ce n'est pas fait. Et donc, ben, ce qu'on jette, c'est finalement ce qu'on boit et ce qu'on mange. Donc, ici, on arrive au coût indirect. Ben, il y a coût en soins de santé. Et donc, lié à les effets négatifs sur la santé publique. Donc, vraiment, c'est d'une façon à l'autre, ben, tous les coûts sont payés finalement par les citoyens. Et donc, ben, finalement, on arrive à les solutions. Et il y a plusieurs des solutions, tant à l'échelle individuelle que collective. Mais la première chose, moi, je trouve la chose la plus importante qu'on a besoin de faire, c'est vraiment de repenser à notre relation avec les déchets. Aujourd'hui, malheureusement, on est indoctriné par l'économie linéaire, par l'opulence à aller dans le supermarché, acheter, jeter, sans nous soucier de la façon dont nos produits donnés ont été fabriqués, et donc, plus important encore, de l'endroit où ces déchets finiront une fois jetés. Simplement, on voit que ben, c'est un problème de notre personne. On achète, on jette. Bien évidemment, ce n'est pas notre, c'est 50%, il y a les producteurs, mais nous, en tant que consommateurs, on peut faire notre part, c'est primordial. Il faut comprendre l'importance et j'espère que vous avez bien, vous aujourd'hui, quels sont les effets, surtout pour les mégots. Aussi au Québec, il y a la façon, par exemple, avec la collecte des fois par semaine, que nos déchets disparaissent de notre vie très rapidement. Donc, vraiment, on ne pense pas à les déchets, mais les déchets ne vont pas disparaître. Une très petite partie, il vient recycler, malheureusement. Tout le reste, il va finir dans les dépotoirs ou à l'incinérateur. Et donc, il revient à nous sous forme de pollution. Ce n'est pas maintenant, c'est demain. Ce n'est pas demain, ben, en 10 ans, ce n'est pas en 10 ans, en 20 ans. Et voilà. Et ça pour dire que ben, les déchets sont vraiment notre responsabilité. Et ici, j'ai mis des photos frappantes que j'ai prises récemment à Québec en journée qui j'étais en marchant avec des amis. Ça, je vous montre là les niveaux très hauts des connexions entre nous et les déchets. Ça, les poubelles, elles étaient pleines, ben, ils ont mis quand même à côté. On jette quand même. Ils n'ont pas réfléchi, ben, peut-être la personne qui va récolter ça, mais aussi, pour moi, cette image, c'est frappant. Je vois les déchets et je vois qu'il y a des choses ben, qui pourraient être simplement évitées. Les gobelets de Starbucks, tous les produits jetables, il y a des façons très faciles. Il faut juste comprendre l'importance et nous habituer. Et les mégots, évidemment, des cigarettes, tout ça pour dire que les mégots de cigarettes, ils ne font pas exception. Sont liés à notre consommation, on n'est pas forcé de fumer, donc il faut toujours réfléchir avec tous les déchets, mégots ou pas. Il faut comprendre avant, ils vont prévenir avant qu'est-ce qu'on va faire si on se trouve dans des situations. Et ici, on arrive à la première règle, la plus importante, B, c'est simple, éviter de jeter les mégots ou cigarettes au sol, dans n'importe quelle situation. Et il y a vraiment des alternatives très faciles, OK? Mais il faut qu'on réfléchisse, on doit penser à nous, on va mettre les déchets, les mégots, avant de trouver, par exemple, une poubelle. Donc, par exemple, vous êtes chez vous et vous aimez fumer devant votre domicile, ben, vous pourrez simplement écraser les mégots très bien si vous avez peur de les brûler. Simplement l'écraser, brûler la poubelle, je dis. Vous pouvez simplement l'écraser et après les rentrer dans la maison et les jeter dans votre poubelle. Simple. Si vous avez peur quand même, ben, j'ai pris ici, vous pouvez voir, j'ai pris des photos. Ben, des gens, ils ont mis des contenants métalliques dehors de leur maison pour jeter les mégots temporairement. Si vous êtes dans la voiture, on ne jette pas, évidemment, les mégots dans la fenêtre. Il y a des cendriers dans la voiture conçus pour ça. Si vous êtes ailleurs, par exemple, il n'y a pas de cendriers publics ou des poubelles publiques, ben, il existe aujourd'hui des cendriers de poche qui sont conçus à cet effet. Mais notez que vous pouvez utiliser n'importe quel récipient de poche en métal. Par exemple, ici, j'ai un contenant de bonbons que j'ai trouvé dans la maison. Ça marche très bien pour garder les mégots dans la poche avant qu'on trouve, par exemple, une poubelle pour les vider.
Donc, je reviens une autre fois sur les puisards. Vraiment, vraiment, ils ne sont pas des poubelles, il ne faut rien jeter. Pour les choses qu'on jette, ils vont acheminer aux courses d'eau, à la mer, aux rivières et donc à nous. La première action, vraiment, il a besoin d'être la nôtre. Mais, bien évidemment, ce n'est pas jusqu'à nous. Les villes, les municipalités, les gouvernements, ils peuvent faire leur partie. Par exemple, procéder en commençant pour des campagnes massives de sensibilisation. La sensibilisation, c'est la chose la plus importante pour faire connaître l'impact des mégots de cigarettes et leurs conséquences. Comme il est déjà fait par des autres pays, dans d'autres villes, mais aussi Montréal, par exemple. Ici, ce sont des affiches en France et en Australie. Une autre chose, par exemple, pour le Québec, spécialement, il faudrait rendre obligatoire la réinstallation des cendriers moraux qui étaient enlevés indirectement liés à la règle de 9 mètres. Quand même, je vais préciser, dans la règle de 9 mètres de l'interdiction de fumer, il n'y a rien qui dise d'enlever les cendriers moraux. C'était fait pour une question qui, si une personne il fume proche d'un cendrier, il était trop proche de la porte. Mais une personne pourrait fumer ailleurs et après revenir proche de la porte ou l'écraser avant et après l'écraser, les jeter dans les cendriers. Donc, c'est facile, empêche rien. Une autre chose, comme on a des poubelles publiques, j'ai remarqué que plusieurs personnes ils ont peur de brûler la poubelle. Il existe des plaques métalliques en Italie. Tous les poubelles publiques, en général, ils ont des plaques métalliques où écraser les mégots avant pour les jeter dans la poubelle. Ça, c'est facile. Pour aller plus loin, on pourrait être installé à côté des puisards, par exemple, des messages pour rappeler que les bouches d'égout, les puisards ne sont pas des poubelles, mais ils acheminent directement aux courses d'eau. Pour aller plus loin, une idée géniale serait la création du système de consignes, par exemple, des mégots, avec une taxe applicable lors de l'achat. Donc, par exemple, je suis fumeur, j'achète un paquet de cigarettes. Il y aura un coût adjonctif pour chaque cigarette, petit, et à la fin, je peux ramener les mégots à le vendeur pour me faire rembourser. Ça, ce serait extrêmement important pour éviter que les mégots finissent au sol. Donc, comme on a vu, il y a de nombreuses solutions, mais vraiment, c'est maintenant, et aujourd'hui, on se rappelle avec la journée de la Terre, mais on devrait se rappeler de ça tous les jours de l'année. On doit faire notre partie, surtout, nous devons agir rapidement, que chaque jour qui passe, voit la pollution environnementale s'aggraver. Et finalement, nous ne payons toutes les conséquences. La dernière chose, mais pas la moins importante, c'est la pression, la responsabilité des producteurs. C'est un affaire qui produit les cigarettes en premier. Et donc, par exemple, serait très important des idées par les gouvernements pourraient décharger les coûts total des ramassages, par exemple, le coût total dans les stations d'épuration d'eau aux producteurs. Donc, comme on a vu, donc, les mégots sont des déchets extrêmement toxiques et je vous invite donc vraiment à partager l'information avec vous, avec vos proches, je m'excuse. Et aussi, une chose qui, moi, ça m'a passé souvent, je vous conseille la prochaine fois, dorénavant, quand vous marchez dans la rue, quand vous marchez dans les parcs, de regarder avec plus d'attention à tous les endroits. Vous rendrez compte de l'énorme présence de déchets partout. Ça, ce qui vous aidera à faire les liens avec notre mode de vie et donc la pollution qu'on génère et donc les maladies et la situation environnementale de pollution qu'on souffre aujourd'hui. Donc, c'est la fin de la présentation. Donc, je vous remercie toutes et tous. S'il y a des questions, je les prends, des commentaires. Et merci beaucoup à toutes et à tous.